Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier. Pour ce premier épisode du mois de mars, on voulait rendre hommage en fait à ce 8 mars dernier qui était la Journée internationale des droits des femmes. Et on s'est dit que c'était vraiment un bon moment en fait pour venir souligner les femmes en littérature comme cette journée-là a pu souligner en fait le cheminement des droits des femmes dans le temps. Et c'est tellement bon ce que tu viens de dire. Ouais, C'est on point. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu des autrices, en fait, qui ont pu avoir une voix grâce à leurs mots. On va aussi parler de personnages féminins forts, soit qu'on a adoré, qu'on a détesté, qu'on a adoré détester peut-être même. Et on va faire un petit portrait global des femmes qui nous ont marquées récemment ou non dans nos lectures. C'est bon. Yes! Yes! On part là-dessus! Ça s'annonce très fort. Oui. Donc, est-ce que tu as une envie particulière, que ce soit au niveau des personnages, des auteurs, des autrices dans ce cas-ci? On pourrait commencer peut-être avec des personnages féminins. Bon, allons-y comme ça. Est-ce que tu voulais commencer? Oui. Est-ce que ça tente de commencer par ceux qu'on a détestés? Ben oui, pourquoi pas? Ok, tu veux que je me lance? Vas-y! Ah ouais? Ok. Le tapis rouge est devant toi, on t'écoute. En fait, c'est même pas une femme, ce sont toutes les femmes C'est fort. C'est fort, hein? De la série Blackwater de Michael McDowell. Ok. Donc, on suit le clan Casquet, qui est... comment je dirais ça? Un peu le centre de ce soap opera, parce que Blackwater, c'est une espèce de roman feuilleton. Donc, on les suit dans leur quotidien. Et cette famille-là est tellement toxique que j'ai juste envie de toutes prendre les femmes puis de les brasser un peu. Ah ouais, tu juste dire, qu'est-ce qui se passe là? Oui. Allume! Oui. Exactement. Donc, on a vraiment trois personnages féminins qui sont au centre de cette histoire-là. Mais avant de vous les mettre en place, je vais juste vous faire un petit rappel du synopsis de ce qu'est Blackwater. En fait, on se retrouve dans une petite ville dans le centre de l'Alabama. Et il y a une grande crue. Donc là, la ville a vraiment de grandes pertes, que ce soit financières, que ce soit les bâtiments, que ce soit les familles. Donc c'est ça, il y a une grande inondation. À ce moment-là, c'est qu'il y a des hommes sur des canaux qui vont un peu ratisser la ville et voir s'il y a des survivants. Et ils trouvent une jeune femme dans un hôtel. Et elle, malgré le fait qu'elle est en plein milieu d'une inondation, c'est qu'elle est complètement sèche. Sa robe est sèche, elle rentre dans le canot, elle est pas mouillée du tout en fait. Et c'est que cette femme-là va vraiment représenter le côté paranormal et horrifique de cette série-là. Okay. Parce que c'est un soap opera avec des allures gothiques, horreur et paranormal. Et en fait, c'est qu'elle, elle va vraiment venir se greffer au clan Casquet, qui, eux, sont un peu la famille, pas riche de la ville, là, mais c'est qu'ils contrôlent la scierie, donc ils ont vraiment de l'influence sur le côté industriel. Et au sein de cette famille-là, on retrouve la matriarche, qui s'appelle Marie-Love, et il y a sa fille qui s'appelle Sister. Et leur relation mère-fille m'a irritée du début à la fin, parce qu'on est dans une relation de pouvoir, de domination et de soumission, où est-ce qu'on retrouve une mère, en fait, qui veut vraiment tout contrôler de sa fille, qui veut, en fait, la garder près d'elle, qui va être dans des petits jeux de manipulation et de stratagème du début jusqu'à la fin. Et on est dans une fille qui est vraiment à l'opposé de la female rage. Elle est tellement molle, elle est tellement... terminée. Juste là. Ouais. Surtout que là, ce que je comprends, c'est qu'elle ne vit même pas d'évolution. Pas une progression. Il y a une petite progression, là, mais mon Dieu, je l'aurais shaké bien avant ça, là. Je comprends. On aurait eu une petite conversation avec elle, là. Vraiment. Ouais. Mais on dirait que j'ai encore trouvé ça plus difficile d'avoir cette relation-là entre ces deux femmes-là dans un contexte où c'est une relation mère-fille. Parce que je trouve ça juste aberrant de voir une mère rabaisser son enfant et lui dire que non, elle ne sera pas capable et qu'elle doit en fait se retirer de ces décisions-là juste pour avoir du pouvoir. Et c'est un peu comme cette notion-là, en fait, de relation mère-fille vraiment toxique qui me déplut.
Ouais, ça serait ça de mon côté, je pense. Ben, c'est assez fort quand même. Ouais. Est-ce qu'ils prennent une place assez importante dans l'histoire qui fait en sorte que ça devient comme insupportable? Ah oui. En plus, hein? Oui, Ça oui, donne vraiment. une lourdeur quand même, un étouffement à l'histoire. Oui, parce que cette matriarche-là, là, je vous parle de sa relation mère-fille, mais il y a aussi la relation mère-fils. Et ce fils-là va marier la dame qui était sèche dans le canot que je vous parlais. Donc là, il y a beaucoup de petites magouilles qui vont se passer. Elle a l'impression qu'elle va perdre ses enfants, en fait. Et il y a aussi un jeu de pouvoir, mais un jeu d'argent. Étant donné qu'ils ont la Syrie de la ville. Puis, autant que c'est intéressant de voir des petits stratagèmes, mais autant que c'était tellement loin de mes valeurs que je les ai juste détestés. J'ai même pas adoré les détester, je les ai juste détestés. Ah, ça en dit long. Est-ce que c'est une série que t'as fini? Non, même pas, je suis rendue au tome 4 sur 6, puis j'ai aucune idée si je vais poursuivre parce que justement, ça venait trop me chercher dans mes valeurs, je pense. Non, je comprends, mais on dirait que t'es pas la première à le dire. On dirait que sur les réseaux, c'est soit que tu adores cette série, ou justement les personnages sont tellement détestables qui fait en sorte que t'aimes vraiment pas tant la série. On dirait que souvent, en tout cas, je le vois. Mais je l'ai jamais testé, fait que je pourrais pas donner mon avis. Là, mais c'est quand même intéressant d'avoir des personnages imparfaits des fois. Ben oui, on les aime. On s'entend, là. Ben oui, il en faut. Mais c'est notre préf, même. Faut que ça reste dans un certain cadre. Oui. Il y a une ligne à ne pas franchir. Mm-hmm. Puis ça devient juste irritant. Allez. Ouais, je comprends. Fait que j'irai avec ça, Ben, ça commence très bien en force. Je te dirais que de mon côté, je suis allée... Est-ce que t'en avais d'autres des personnages ou t'es allée avec un... Ah, j'étais avec oui, un, hein? Okay. Je te dirais que moi aussi, j'y suis allée dans ce sens-là. Mais j'y suis allée avec un plaisir de détester. Je t'explique pourquoi. C'est que souvent, j'ai l'impression, mettons depuis 2-3 ans, que ce qu'on retrouve dans la littérature... Au niveau des thrillers ou encore des drames domestiques, souvent, j'ai de la difficulté à éprouver de l'empathie ou encore de la sympathie même envers des personnages féminins que je trouve un peu fades. Puis que je trouve un peu, tu sais, un réceptacle très vide, là, où est-ce qu'elles se font bourrer de n'importe quoi. Elles sont crédules à tout ce qui arrive. Elles n'ont aucun pouvoir sur leur destin. Il se passe rien nécessairement, excepté le fait qu'elles se font un peu barouetter de droite à gauche en bon québécois. Ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que ce que nous a donné des Colleen Hoover, des Freda McFadden, souvent ce qu'on va aussi avoir avec toute cette espèce d'amalgame-là de BookTok actuellement, là, nous sert ce genre de personnage. Et je suis pas capable. Vraiment pas capable. C'est qu'elles sont des pions. Dans une intrigue externe. Oui, vraiment. Et à un point où est-ce que je me dis, n'importe quelle femme qui serait placée dans cette situation-là aurait des réflexes complètement plus instinctifs, complètement plus même naturels que ça. Et toute cette intrigue, ou du moins tout ce qui leur arrive là, de rocambolesque, se résoudrait en l'espace de 2 heures. Merci, bonsoir, on passerait à autre chose et ça serait terminé ainsi. Fait que j'avais l'impression de détester ces personnages-là, de pas trop savoir exactement sur quoi exactement je pouvais comme m'attacher nécessairement. Et je me suis dit, ben, est-ce que à l'inverse, ce même type de personnage-là qu'on va retrouver dans des trailers ou qu'on va retrouver dans des drames domestiques, est-ce qu'il y en a qui sont tout aussi détestables, mais qui sont fun là, à haïr parce qu'elles sont plus qu'un contenant vide, elles sont plus, comme tu dis, qu'un pion. Et j'ai trouvé la perle. Et là, regarde, je te dis ça à l'instant. Peut-être que certains aussi vont reconnaître le titre parce que ça a été un film très populaire dans les années 2010-2014 à peu près, qui est Les Apparences. Donc, en anglais, qui est Gone Girl, de Gillian Flynn. Oui. Donc, c'est un film avec Ben Affleck qui partage la vedette avec, je ne sais plus son nom, elle a les cheveux blonds, une très bonne actrice. Mais bref, vous irez voir ça. Mais Les Apparences. Donc, je te dirais que dans ce livre-là, on a accès à un personnage qui s'appelle Amy. Amy qui est une conjointe. Amy qui écrit un journal intime. Amy qui veut voir sa vie changer, qui a vécu beaucoup de choses aussi dans sa courte existence. Ce que je veux dire par là, c'est mettons dans sa trentaine, on va dire, et tout ce qui en a découlé de l'adolescence et tout. Et
on découvre petit à petit, et là je ne divulgage rien, promis, mais on découvre un personnage exécrable, mais à un point où est-ce que tu as énormément de difficultés à éprouver une certaine empathie envers elle, mais que tu ne peux t'empêcher de reconnaître l'intelligence, la ruse, le brio avec lequel cette femme-là a réussi à se sortir de ce qui la dérangeait dans son quotidien. Et tu te dis, mais cette femme, je veux dire, est intelligente, là. Elle est vraiment, vraiment machiavélique, même dans sa manière d'orchestrer tout ce qui va venir donner de l'intrigue à l'histoire. C'est pas un personnage principal, mais elle est tellement brillamment décrite, elle est tellement omniprésente dans les pensées de tous, que je me dis, elle est détestable, mais elle fait le livre. Pour moi, là, ce personnage-là fait en sorte que tout le reste du livre a, on va dire, son importance, ou du moins mérite la peine d'être découvert. Peut-être que tu connais un peu les apparences, les Gone Girl? Non, ben en fait, je connais Gone Girl, mais par... Le film? Non, même pas, par le biais de American Murder. Oui! Oui! Qui est une série de true crime sur Netflix. En fait, c'est pas une série, c'est un documentaire. Oui! Qui est un cas similaire, mais dans la réalité, et on n'a pas donné de crédit à cet enlèvement et à ce crime-là, parce qu'on disait que le couple, en fait, voulait seulement recréer la fiction qu'est Gone Girl, tellement que ça a eu une espèce de gros impact. Ah, c'est fou, quand là. c'est sorti, là, c'était exact. Vraiment gros. Fait que si jamais vous savez pas de quoi qu'on parle, là, je vous en fais un pitch, puis tu pourras venir compléter là, très, très simplement. C'est que on commence le récit assez abruptement, où est-ce qu'on se retrouve avec un couple qui vit ses hauts, ses bas, qui vit de très très grands bas, mais de très très grands hauts aussi, et du jour au lendemain, Amy disparaît. Et son conjoint, à ce moment-là, décide de sortir dans les médias pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que clairement, la scène du crime laisse croire qu'il y a eu un enlèvement, qu'il n'y a rien du tout qui a été consensuel dans cette disparition-là. Elle n'est pas partie finalement de son plein gré. Et le conjoint fait vraiment plusieurs bourdes. Mais des bourdes au point où est-ce que automatiquement on pourrait le percevoir comme étant un coupable dans cette histoire, parce que bon, on sait quand même que la violence conjugale est quelque chose qui malheureusement est assez pernicieux, puis tout nous laisse croire en fait que le conjoint a vraiment comme sa part d'ombre, puis est vraiment malhabile, puis qui est en train en fait de s'incriminer lui-même. Jusqu'au moment où on arrive avec le journal intime d'Amy. Et le journal intime est vraiment, vraiment, vraiment bien mené, parce qu'il est découvert de manière complètement logique, puis il nous laisse en fait voir un autre côté de la médaille qui est celui de Amy, qui au fil de l'histoire, on se rend compte, ne vient pas nécessairement confirmer tout ce qui se passe en réalité, parce que le conjoint comme tel est entouré de plusieurs personnes de la famille qui viennent aussi donner un poids au récit, puis on se rend compte que Amy, finalement, dans son journal intime, ce qu'elle déclare n'est pas nécessairement la vérité. Ce qui fait en sorte que là, bon, l'intrigue se mène, et on se rend compte que finalement, ben, c'est vraiment une espèce de jeu du chat et de la souris, mais à savoir, est-ce que Amy est le chat? Est-ce que Amy est la souris? Est-ce que ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment passé dans la réalité, ou c'est quelque chose qui a été imaginé? Si ça a été imaginé, mais ça a pris quelle propension? Si c'est réel, ça a été caché de quelle manière? On joue avec le lecteur, là, c'est majestueux. Ça vient rejoindre un peu, comme tu disais, le documentaire qui est sorti ben justement sur ce cas-là, là, qui a fait comme sensation aux États-Unis, parce que c'est vraiment, on dirait, un copier-coller ou presque de cette fiction-là, qui est sortie quelques années avant. Tout est bon, le film est bon. Je vous le dis, là, le personnage d'Amy là, est vraiment agréable à détester pour les bonnes raisons, et j'ai même envie de dire que la fin, là, on a la grande bouche ouverte. On n'avait rien vu venir. On s'est fait embarquer dans cette histoire-là où est-ce que nous-mêmes, on avait des soupçons, où est-ce qu'on accusait certains personnages, puis qu'on se rend compte finalement qu'on est allé complètement ailleurs. Je veux dire, pour les personnes là, qui ont aimé La Psy, pour les personnes qui ont aimé La Femme de ménage, pour les personnes qui ont aimé Verity, ça là, vous allez vous dire, non mais ça c'est de la qualité B comparé à Gone Girl ou Les Apparences en français. C'est un chef-d'œuvre. Je l'adore, ce roman-là. Je le recommande pour tous ceux qui aiment justement les thrillers ou encore les drames domestiques, où est-ce qu'on a l'impression justement de jouer un peu avec nos sens. C'est bon. Lisez ça.
Mais c'est dur de s'avouer des fois hein, qu'on admire ces personnages-là dans leur ingéniosité, mais dans leur cruauté aussi, mais en même temps... cruelle, c'est ça le mot. On a juste envie de les applaudir, mais on devrait pas. Vraiment, puis je veux dire, c'est un point où est-ce que honnêtement, je ne veux pas rencontrer ce genre de personne dans ma vie, là. Ouais. Je veux dire, c'est le mal incarné, mais c'est tellement bien construit, puis elle est femme là-dedans, je veux dire, elle exerce tout son, on va dire, son pouvoir de femme aussi, que ce soit par son charisme, que ce soit par sa vulnérabilité, que ce soit par ses espoirs déçus, que ce soit par ses échecs. On a vraiment un beau portrait ici, là. C'est très complet. Elle prend autant ses forces puis ses faiblesses puis elle les transforme en armes, en fait, là. Totalement, là. C'est une arme vivante, ce personnage. Je le lis, ça. C'est savoureux. Je te le dis, là, tu peux pas t'empêcher de la détester, mais c'est bon. Mais je suis curieuse, est-ce que tu as lu d'autres romans de Gillian Flynn? Non, le seul. Parce que je pense qu'elle a d'autres grands succès dans ce genre-là. Ça se pourrait très bien. Il faudrait faire une petite recherche, C'est un film que j'ai lu, que j'ai vu avant même d'avoir lu le livre. Oh non, tu t'allais spoiler un peu? Mais oui, mais non en même temps. Okay. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de subtilité que dans le film, malheureusement, mais tu peux pas mettre de l'avant, là, on s'entend. Puis que dans le livre, tu as le plaisir de découvrir. C'est bon. Honnêtement, là, ça vaut la peine. L'un et l'autre se complètent très bien. Vous ne serez pas déçus, la gang. Faites-moi confiance. Même le documentaire, je le réinsère ici. Comment ça s'appelait déjà? J'ai American Murder en tête, mais... Je sais pas. Mais c'est vraiment une histoire qui a juste pas de bon sens, qui fait froid dans le dos quand tu te mets à y penser 2 secondes. Ouais. Je veux dire, c'est une courte série, là. C'est une mini-série, même. Ah, c'était 3 épisodes, je pense. De quoi comme ça? Mais c'était vraiment bon, pour vrai, là. Je veux dire, ça s'écoute, là, très, très bien, à tout moment. En tout cas, on vous met ça dans la description. Ouais, on le mettra quelque part. Je pense que ça pourrait valoir la peine qu'on l'insère. Je le trouve pas rapidement comme ça, mais ouais. En tout cas, gardez ça en note. Vous nous en redonnerez des nouvelles, mais moi, je le considère comme étant un grand classique du thriller domestique. Ok, oui. Tellement une bonne suggestion, finalement. Yes, sir! On abordait quelque chose de négatif, mais elle est négative, là. Elle est toxique, là. C'est un plaisir de la détester. Un livre à lire. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Oui, voilà. Ensuite, est-ce qu'on passe à un personnage marquant? Ah, vas-y donc. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps. C'est Même pas morte de Geneviève Rioux, publié chez les éditions Steinke. Ça a été publié à la fin 2024. Puis honnêtement, je n'avais pas lu aussi rapidement un livre depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Hein? Ah, c'est tellement bon. C'est un mélange, en fait, entre de la fiction, de l'autofiction et des allures de polar aussi, j'ai envie de dire. Geneviève, en fait, elle raconte sa propre histoire par le personnage de Steph, qui vit, en fait, un féminicide raté. Et s'ensuit aussi toute une enquête à savoir qui est son bourreau, mais il y a tellement aussi une lumière, là, je fais une petite parenthèse, là, il y a vraiment une belle lumière je trouve avec ce livre-là, parce que dernièrement en littérature québécoise, je trouve qu'on a quand même eu beaucoup de livres qui parlaient de féminicide raté ou de violence conjugale, de violence faite aux femmes en fait. MeToo et autres, là, oui, exactement. Puis, mais je trouve que celui-là, il se démarque parce que on a le soutien en fait d'une équipe policière qui est rassurante, qui est présente, qui a pris en charge, qui n'a pas nécessairement fait d'erreur judiciaire majeure. Tout le soutien que Steph reçoit dans ce livre-là est tellement beau à voir. Je trouve que ça fait une belle pointe de lumière dans un crime qui est aussi laid. Puis à la limite, c'est ce qu'on voudrait, ce genre d'événement-là, ou du moins ce genre de protection-là, c'est ce qu'on espérerait voir dans la réalité. Pour tous les cas. C'est ça. C'est cette touche-là lumineuse. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, exact. Puis je trouve que ce qui a rendu le personnage de Steph marquant, c'est que elle a tellement pas une réaction typique à ce qui lui arrive. Elle devient un peu une énigme aux yeux de tous. Que ce soit sa famille, ses amis, ses collègues, même les professionnels de la santé, là, que ce soit sa psychologue, les policiers, justement, ne comprennent pas trop comment elle réagit. Et tout ça vient du fait que quand elle était jeune, sa propre mère a vécu la même agression. Donc, elle a toujours vécu un peu dans l'ombre de cette violence-là faite aux femmes. Et elle a comme internalisé le fait qu'un jour, ça allait lui arriver. Comme si ça arrivait à toutes les femmes. Et donc, quand c'est arrivé, réellement,
c'est qu'elle s'est dit, bon, ben, j'ai toujours attendu ce moment, donc je suis prête. C'est comme si elle s'était préparée toute sa vie. Oh mon Dieu, ça donne des frissons quand même, hein? Ah, pour vrai, ce livre-là est vraiment puissant, mais ce personnage-là, le personnage de Steph, là, il y a vraiment un petit quelque chose dans sa force aussi que tu te dis, mais je peux pas croire qu'elle est aussi forte, parce que oui, tu sais, elle a de la difficulté, oui, elle va vivre ces émotions-là, mais elle ne va jamais s'apitoyer sur son sort. Puis même qu'elle se trouve puissante dans ce qu'elle a vécu, parce que jamais elle va dire « Ah, as-tu vu mes bleus? » Elle va plutôt dire « Regarde mon poing qui est bleu et qui est super enflé, genre, je l'ai frappé. » T'sais, elle va vraiment transformer toute son expérience en puissance. Puis je trouve aussi que ce qui est marquant avec elle, c'est que la narration est vraiment unique. Je sais que ça, c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. J'ai vu beaucoup, en fait, d'avis qui reprochaient un peu cette narration-là, qui disaient, bon, je trouvais que ça me faisait sortir de ma lecture, mais moi, au contraire, c'est vraiment ça qui me charmait. C'est qu'en fait, on a une narration à la troisième personne, mais quand on parle du bourreau, c'est comme si Steph lui parlait directement au tu. Donc là, on passe de la troisième personne à la deuxième personne. Et aussi, c'est comme si, en parlant au tu, c'est comme si elle s'adressait à nous, comme si on était son bourreau, puis qu'elle lui parle directement. Et c'est que vu que ce bourreau-là n'a pas de nom non plus, c'est que en ne disant pas lui ou en ne lui donnant pas un nom, mais en utilisant le tu, c'est comme une espèce de forme d'irrespect qu'elle réussissait à avoir, comme si quand elle lui parlait, c'était un moins que rien un peu. C'est comme ça que je l'ai senti, versus le reste de la narration qui était vraiment tellement bien imagée, avec une belle introspection, mais du moment qu'elle changeait au tu, il y avait vraiment un changement de ton aussi, comme si ça, c'était vraiment comme pas important, ou comme elle ne donnait pas de valeur à ça, en fait. Puis c'est vraiment ce qui a rendu ce personnage-là marquant, autant par sa présence, autant par tout ce qu'elle a vécu, parce que ce livre-là se déroule sur un an et demi, 2 ans, je crois. OK, quand même. Fait que tu la vois forte, mais elle reste forte aussi pendant un très long moment, sans vous divulgacher rien. C'est qu'elle est un peu seule là-dedans, parce que oui, elle est seule d'avoir vécu ça, même si ses proches sont là pour la soutenir. Mais c'est que l'enquête policière la rend encore doublement plus seule, parce qu'elle ne peut pas, en fait, parler de tous les petits stratagèmes qu'elle imagine avec les policiers pour venir à comme trouver son bourreau et faire en sorte qu'il avoue que c'est lui, parce que plus il y a de monde qui saurait ce qui se passe comme stratagème, moins il y a de chances que ça passe, que ça fonctionne. Donc elle garde vraiment ça secret, donc elle est encore plus seule. Puis je l'ai trouvée comme tellement forte malgré cette solitude-là. C'est vraiment un livre là, unique, puis on le sent que même si c'est Steph, c'est Geneviève aussi. Il y a vraiment une partie d'autofiction là-dedans que tu le sens qu'il y a une partie d'elle, il y a une espèce de fragilité, une espèce de vulnérabilité qui a été inclue. Elle se dévoile à quelque part là-dedans, j'imagine. Ça doit faire partie de son processus, peut-être. Là. Oui, aussi. Ben, en fait, j'ai même fait quelques recherches Google et il y a beaucoup d'articles de journaux qui datent d'avant la pandémie, un peu comme 2018-2019, que ce soit le Journal de Montréal, même le Journal de Québec, qui parlent de son histoire, qu'elle a vraiment, dans le fond, essayé de faire incarcérer son bourreau. Et là, on se rend compte, dans le fond, que cette histoire-là qu'on voit dans les articles de journaux en ligne, c'est l'histoire qu'on lit aussi, mais version fiction. Il y a assurément des éléments de fiction qui ont été inclus à ce livre-là, mais on le sent qu'il y a une partie d'elle là-dedans, puis je pense que, elle a vraiment pu aller chercher une profondeur vraiment unique en l'ayant vécu. Ben, c'est sûr. Je veux dire, c'est sûr. Tristement, là, mais je comprends. Oui, mais c'est vraiment un personnage là, qui m'a marqué, honnêtement. Là. Le livre m'a marqué, mais le personnage, là, wow! OK. J'ai vraiment hâte que tu le lises. Ben, j'ai ça fait partie de mes prochaines lectures, c'est sûr, là, mais vraiment, tout ce que tu me dis, en tout cas, m'interpelle, c'est certain. C'est un page-turner, là. Ah ouais, je te crois. Très efficace. OK, intéressant. De ton côté? Ben écoute, la barre est haute. De mon côté, en fait, j'y suis allée avec 2 personnages qui font partie d'un même livre. OK. Un livre que j'ai lu il y a à peu près 2 ans, puis qui, encore aujourd'hui, ben justement, que ces personnages-là
je vais dire, ont laissé une certaine trace sur mon parcours de lectrice. Fait que c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler aujourd'hui. On parle du livre que c'est une traduction d'un roman italien. L'auteur, c'est Luca Di Fulvio. OK. Le titre en français, c'est Les prisonniers de la liberté. Donc, qui a été sorti avec Pocket Édition. Je l'ai lu en format poche. On parle quand même d'une bonne brique là, d'un peu plus de 600 pages. Fait qu'il faut quand même être ouvert à se lancer dans ce genre d'épopée-là. C'est un livre qui date? Oui, ben, qui date peut-être une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, grosso modo. Puis, en fait, j'ai l'impression qu'on a accès avec Les prisonniers de la liberté à un roman plus adulte d'une version des Selles de nos larmes. Autrement dit... Ouais? Ok, là, j'écoute. J'ai essayé d'ouvrir ici les oreilles. Je suis très attentive, vas-y. Mais en fait, c'est qu'on y suit, en fait, 3 personnages. Un garçon, 2 femmes. En fait, 2 filles dans ce cas-ci. Puis c'est des 2 filles, entre autres, que j'avais envie de te parler, qui est Rosetta et Raquel. Puis, quand je te dis que c'est un peu une version un peu plus adulte du Celle de nos larmes, c'est qu'on suit 3 personnages qui, au départ, viennent tous de 3 milieux différents et qui, pour des raisons X, Y, Z, viennent à croiser le chemin l'un de l'autre ou l'une de l'autre et va poursuivre en fait son chemin en étant complètement transformé de par cette rencontre-là. Puis, pour faire un espèce de petit résumé, c'est qu'on est en Italie, on est au début des années 1910-1915 environ, puis ces 3 jeunes personnes-là décident de quitter leur misère actuelle et qui aspirent en fait à une meilleure vie en faisant la traversée d'un bateau quelconque vers New York. Puis, bien évidemment que ça se passera pas comme prévu. Certains des personnages vont embarquer sur le bateau, d'autres n'auront pas la même chance, mais l'objectif final, qui est le fait de, on va dire, faire sa vie à New York, demeure le même pour ces 3 personnages-là qui, eux, vont grandir au fil de l'histoire. Je te dirais que la raison pour laquelle je trouve que Rosetta puis Raquel sont vraiment des personnages marquants pour moi, c'est la résilience. Puis là, c'est là où est-ce que je trouve que c'est drôle du fait que tu as parlé de Geneviève Rio puis de son histoire, c'est qu'on se ramasse encore une fois avec 2 personnages qui ont une résilience à tout casser, qui ont vécu des atrocités pratiquement innommables. C'est un livre, la gang, je vous dirais, qui est quand même relativement lourd dans la mesure où c'est très graphique dans les détails qu'on va nous donner. C'est pas beau. J'ai l'impression qu'on commence le livre en ayant très peu de liberté aussi comme lecteur, où est-ce qu'on nous amène dans des scènes qui sont très difficiles à lire parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir, on va dire, y échapper. Ouais, c'est ça exactement, puis changer un peu ce qu'on voit venir aussi comme décision de ces personnages-là ou encore comme on va dire, conséquence au fait qu'elles sont seules, elles sont pauvres, elles manquent de ressources, elles sont issues d'une communauté soit très très pauvre ou encore d'une minorité qui malheureusement vient avec la Première Guerre mondiale. Donc il y avait déjà aussi des tensions au sein de la communauté juive et tout. L'un des personnages, s'échappe et essaie de cacher sans nécessairement cacher le fait qu'elle est juive. Bref, il y a comme tout ça là, en arrière-fond. Fait que tout ce qui est lourd l'est davantage quand on se rend compte qu'elles sont toutes et tous prisonnières un peu de leurs secrets, qui sont aussi prisonniers un peu de leur tradition, de ce qu'elles ont aussi comme bagage, puis ce qu'elles ont aussi comme espoir, qui viennent un peu leur nuire parce que ces espoirs-là qu'elles ont envers l'Amérique, les contraint à prendre certains types de décisions, puis finalement, tu te rends compte que le fait d'avoir relâché peut-être certaines, on va dire, aurait relâché un peu les rênes, on va dire, de ces rêves-là, leur aurait peut-être permis de se sauver de certaines situations. Bref, tout ça pour dire que ces 2 personnages-là, leur résilience, leur manière justement de rester tellement intègres par rapport à leurs valeurs, leur système de survie aussi qui est tellement bien exploité, fait en sorte que j'ai l'impression que c'est des personnages marquants parce qu'on commence notre lecture en étant un lecteur A et j'ai l'impression qu'au fil de l'histoire, on y laisse notre peau. T'sais, on y laisse on va dire, certains préjugés, on va y laisser aussi certaines traces où est-ce que tu dis « Hey non, je peux pas croire que ce livre-là va se passer sans qu'il se passe
telle affaire. Fait qu'on vient à espérer, nous aussi, certaines choses au fil de notre lecture. Et heureusement ou malheureusement, il y a des fois où est-ce que, ben, on est déçu. On est déçu parce qu'on se rend compte que ce personnage-là, entre autres de Raquel, qu'on suit dans toute sa misère, puis qui vient vraiment à être une femme bien avant son âge, qu'on se dit, mais je peux pas croire que l'auteur va nous donner comme ce genre de personnage-là, aussi brisé, aussi malmené, puis oui. Puis il faut faire avec. Puis il faut faire avec le fait qu'elle va vieillir malheureusement en ayant comme toutes ces séquelles-là. Parce qu'on parle quand même d'esclavagisme sexuel là-dedans. On y parle quand même de gangstérisme de manière très, très, très comme soutenue, très précise. On y parle évidemment de non-consentement, de viol, d'agression verbale, d'agression physique. Tu sais, tout ça est comme très, très présent. Puis on a accès en plus de ça à des personnages qui viennent un peu, on va dire, marquer les personnages qu'on apprécie. Il y a quelque chose de très, on va dire, organique dans cette histoire-là qui fait en sorte que ces personnages-là, on a envie de les prendre là, sous nous, là, puis dire, c'est beau, macho, je t'amène à bon port, là, tu vas aller à New York, là, fais-toi-en pas. Mais comme si je suis capable de t'éviter de passer par tout ce chemin-là, je vais essayer de le faire. Puis finalement, ben, on finit la lecture en se disant, mais quelle belle œuvre. Mais clairement, t'es plus la même personne que quand tu l'as commencé. Là. C'est vraiment bon. Pour vrai, là, j'ai adoré. Mais c'est marquant, je trouve, des livres qui nous font vivre des expériences de lecture où est-ce qu'on fait des micro-deuils en cours de route. Vraiment? Où est-ce que, tu sais, on apprend à les connaître, ces personnages-là, puis on leur souhaite le meilleur. Mais c'est aussi des livres tellement réalistes où est-ce que c'est pas le meilleur qui arrive. Non, vraiment pas, là. Puis, je veux dire, je peux pas dire que c'est une histoire heureuse. Je peux pas dire que c'est une histoire malheureuse. Tu viens finalement à espérer que ces personnages-là se vengent. Et elle se venge aussi, mais pas de la manière que tu pensais nécessairement que ça allait se faire. Il y a vraiment un pouvoir qui se partage entre le lecteur, entre les personnages, qui fait en sorte que c'est le genre de livre où est-ce que tu as vraiment l'impression d'être à côté de ces personnages-là, de vivre leur souffrance, de vivre leur déception, mais de vivre aussi leur espoir. Puis du moment où est-ce qu'elles viennent à se libérer de certaines séquelles ou encore de certaines déceptions, mais t'es là, je me sens tellement plus légère aussi. C'est vraiment bon. Puis là, mais ce que je voulais te montrer en même temps, puis là, on va le mettre quelque part, c'est que ce qui est dommage, c'est que je trouve que la page couverture est vraiment... Pas du tout. Non, puis est vraiment plate dans l'optique où est-ce qu'on nous laisse présager, je trouve, avec la page couverture, l'espèce de joyeuse personne qui danse, que c'est un livre qui va être vraiment justement assez lumineux, assez rêveur et tout, mais on est tellement loin de ça, je trouve qu'il y a vraiment eu un mauvais choix artistique. Surtout que moi, ça crie émancipation, là, cette couverture-là, où est-ce que la femme, elle a les deux bras ouverts. C'est ça, avec l'homme un peu caché. Oui, vraiment, mais tu sais, je veux dire, c'est même pas une histoire de romance, il y a rien de ça. Fait que c'est vraiment un mauvais choix stylistique. Ne vous fiez pas à la page couverture, je vous l'arracherai puis je vous mettrai autre chose. Bon, on dirait quelque chose qui crie New York aussi un peu, tu sais, dans ouais, le sens. c'est vrai, année folle peut-être, années folles, exact, mais en tout cas, je veux dire, il y a quelque chose qui fait que fermez les yeux sur cette page couverture, embarquez dans l'histoire, puis vous allez vous dire, mais mon Dieu que c'est bon. Je veux dire, mettons sur Goodreads, c'est quand même un livre qui a plus de 4 étoiles. Là. Oui, puis 4.3 là. 5. Ah, moi c'est un 5 étoiles. Oui. Vraiment pur et dur. Et comme je vous dis, c'est le genre de personnage marquant qu'on en ressort non indemne, mais ô combien satisfait de les avoir découverts. Allez-y! Ah, pour vrai, ça c'est vraiment une recommandation que je note. Oui, proche. Puis c'est peu connu, mais c'est un auteur honnêtement qui ne m'a jamais déçu encore. Fait que allez-y, oui. Ah, j'adore. Mais je fais une parenthèse, là. Cet exemple-là de couverture qui fait en sorte qu'on devine pas du tout c'est quoi le synopsis du livre. Ça pourrait vraiment être un épisode intéressant. Dites-nous ça dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse de venir faire. Voici l'histoire, voici la couverture. Ah, vraiment. Puis, tu sais, là, c'est complètement autre chose que ce que je vais dire, mais tu me fais penser à... t'as lu Débâcle? Oui. De Lise... Lise Spit, oui. Oui, exactement. Je les ai lus back-to-back. Puis... On a vraiment... Qu'est-ce que tu t'es infligé? Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est pour ça que là, ça me faisait penser à la page couverture Débâcle, la page couverture qui est vraiment parlante, confrontante. Oui. Celui-là que moi, je m'attendais à quelque chose de lumineux. Dis-toi que le contenu est similaire. OK. Donc, quand même, là, il y a vraiment eu une erreur ici, là. Fait que, voilà. C'est quand même très drôle. C'est cocasse. Fait que c'est ce que je voulais te mentionner. On y va-tu avec un personnage qu'on a adoré? Oui. Bon, ben, veux-tu y aller? Oui, c'est un personnage que je vais avoir de la difficulté à bien vous
expliquer dans tous ces petits aspects parce que c'est un personnage complexe. Et là, j'ai envie de vous amener dans l'univers de Daisy Jones and the Six. Oui, mais je ne vais pas vous parler de Daisy, je vais vous parler de Camilla. D'accord! Parce qu'on s'attendrait à ce que je parle de Daisy, qui est aussi un personnage fort, mais ce n'est pas celle qui m'a marquée. Et je vous parle de Camilla parce que c'est l'incarnation de la foi inébranlable. Si Camilla n'était pas là, il n'y aurait pas le groupe Daisy Jones and the Six. Si Camilla n'était pas là, le livre n'existerait pas non plus, mais pourtant, elle n'est qu'un personnage secondaire. La puissance des personnages secondaires, on les aime! Exactement. Et je me rends compte aussi que tout ce qui se passe dans le livre n'est pas à propos d'elle, mais c'est façonné par elle. Parce que tous les personnages principaux, excusez-moi, prennent des décisions qui ont été influencées par sa présence, par des discussions qu'ils ont eues avec elle, par l'influence qu'elle a sur eux. Et en fait, sa place dans le groupe, c'est qu'elle, c'est la femme de Billy. Billy étant le chanteur du groupe de Daisy Jones and the Six. Et elle, en fait, c'est qu'elle va vraiment être une ancre et un pilier dans ce chaos, en fait. Parce qu'ils sont vraiment dans un monde de rock'n'roll, sexe, drogue, musique. On est dans les années 70. Et vraiment, là, ils ont besoin, en fait, de quelqu'un pour les rattacher à quelque chose. Et c'est Camilla, en fait, qui est cette présence-là pour tous. Que ce soit en étant la femme de Billy, en étant l'amie qui va les accompagner dans toute leur tournée. Elle est toujours là, quelque part, comme un fantôme, j'ai envie de dire. Tu sais, elle est là dans toutes les scènes, mais c'est jamais autour d'elle que ça se passe. Puis je trouve que c'est un personnage qu'on peut rapidement étiqueter comme naïve ou soumise, mais mon Dieu que ce n'est pas ça. Elle a une résilience énorme parce qu'elle va accepter des choses qu'une femme ne devrait pas accepter. Sauf que sa force aussi réside dans le fait qu'elle est là par choix et pas par dépit. Elle n'est pas obligée d'être là, elle a juste choisi qu'elle allait passer par-dessus, puis qu'elle allait travailler en fonction de ça, puis qu'ils allaient faire un bout de chemin avec elle. Puis je trouve vraiment là, que cette force tranquille-là, c'est pratiquement plus fort qu'un personnage qui va vraiment être badass, puis qui va être au centre de l'histoire, puis qui va crier haut et fort ses opinions. Comme je trouve vraiment qu'il y a quelque chose avec le personnage de Camilla, où est-ce que tu t'en rends compte à la fin. À la fin du livre, là, tu fermes la dernière page puis t'es comme, c'est le livre de Camilla. Ce n'est pas le livre de Daisy, ni de Billy, ni du groupe de musique. C'est son livre à elle. Puis j'ai tellement hâte que tu le lises pour qu'on s'en reparle. On s'en reparle. On s'en reparle. C'est vraiment, vraiment un personnage fort. Mais quand même, là, je fais un petit shout-out au personnage de Karen, au personnage de Daisy aussi. Ce sont en fait les trois femmes du livre. Et je trouve qu'elles représentent quelque chose de beau à une époque où on essayait encore d'inclure les femmes dans des carcans un peu, dans des tâches domestiques, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment aussi trois femmes qui ont décidé de faire leur place dans un univers de rock'n'roll, justement, et elles s'en balancent. Elles étaient avant-gardistes. Vraiment. On aime ça, ces personnages-là. Vraiment. Mais je trouve vraiment que ces trois personnalités différentes, elles vont comme un peu combattre les idées préconçues, j'ai envie de dire, à leur façon, par des décisions différentes. Mais j'ai l'impression que si on regarde ce que ces trois femmes-là ont fait et qu'on met tout ça ensemble, c'est tout ce qu'on pouvait faire à cette époque-là, mais c'est juste que les trois vont vraiment venir représenter des batailles différentes envers des sujets différents, mais Camilla, mon Dieu, je l'ai tatoué sur le cœur, honnêtement. Là. Je prends note, ça veut dire que quand je vais le lire, je vais penser à toi. Tu penseras à moi pour Camilla, c'est ça. Écoute, de mon côté, à moins que tu avais... Non, c'est tout pour moi, oui. De mon côté, je t'avouerais que c'est un personnage sur lequel tu vas pouvoir faire du pouce. J'ai envie de dire que c'est un personnage même qui nous a... qui est un peu la prémisse de notre amitié. Oh oui! Les tout débuts! Donc, il y a 3 ans, Cindy et moi, un été, je me suis mis dans la lecture du livre La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. Et Cindy m'a comme un peu accompagnée de manière informelle dans cette lecture sur laquelle j'avais zéro attente. Et le
personnage de Hadi Larue est pour moi l'archétype d'un personnage féminin que j'adore et que j'adorerai toujours, qui, je trouve, sont toujours si peu exploités à leur juste valeur dans les livres. Mais j'ai juste envie d'en faire un portrait comme super élogieux, fait que tu compléteras au fur et à mesure. Mais en gros, là, notre mot du jour, c'est résilience. Si vous aviez pas compris, fou, hein? C'est fou! On aime les personnages forts! Les femmes qui ont un poids sur leur vie! Let's go! Mais c'est ça. Donc, en fait, Hadi Larue, pour moi, c'est juste c'est l'évolution. C'est l'évolution du personnage où est-ce que je me dis c'est impossible de ne pas aimer un personnage où est-ce que la force tranquille est son mot d'ordre, où est-ce que les petites piques aussi, les petits dialogues par à côté qui nous en apprend davantage sur sa personnalité se fait aller. C'est un personnage coloré, mais à la fois réservé, ce que je trouve que la littérature nous donne malheureusement si peu. J'ai l'impression que souvent on a un peu les deux extrémités quand on parle de personnages féminins, où est-ce qu'on y va avec un personnage qui soit très coloré, qui est très expressif, qui est très excentrique. J'ai même tendance à dire un peu à la Luna Lovegood quand on pense à un personnage qui est très créatif. Puis à l'extrême opposé, j'ai l'impression souvent qu'on va nous donner des personnages féminins qui sont forts, mais qui sont plus taciturnes, qui sont plus intelligents, qui sont plus brillants, mais très réservés, très introvertis, qui vont ménager peu de place au fil de l'histoire. Souvent, ce sont des personnages secondaires aussi. J'ai l'impression aussi que c'est des personnages qu'on voit souvent très jeunes ou très vieux. Bref, j'ai l'impression qu'on a souvent les deux pôles quand on pense à des personnages féminins marquants. Mais je trouve qu'il y a rarement des livres où tout ça, là, on les retrouve dans un seul et même personnage. Et j'ai l'impression que Hadi est ce personnage. Donc, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est introverti, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est très sensible, mais quelqu'un qui est aussi très excentrique dans sa manière, justement, de vouloir vivre sa vie. Je sais pas, peut-être aussi que ce personnage-là est arrivé à un moment de ma vie où est-ce que j'avais l'impression d'être vraiment sur mon X quand j'en suis venue à découvrir cette histoire. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'unique avec Hadi Larue. Puis là, on pourra peut-être en faire un petit résumé là, si les gens ne savent pas de quoi qu'on parle avec ce roman-là. Mais je n'ai pas encore retrouvé une Hadi Larue dans d'autres romans, que ce soit de fiction, de fantasy, fantastique ou juste un mélange de tout ça. Là. Inconnu encore à ce jour, quelque chose qui pourrait s'y comparer. On en veut plus, la gang. Mais c'est qu'il y a tellement un beau parallèle, je trouve, entre le fait que elle est mémorable, malgré que le point de l'histoire, ce soit qu'on ne puisse pas se rappeler d'elle, c'est qu'elle soit effacée, mais en même temps, elle arrive à être tellement entière et colorée, justement. Il y a comme un parallèle aussi entre ce que l'histoire la pousse à être et ce qu'elle réussit à être. Fait que c'est aussi touchant dans cette combinaison-là des deux. Là. Vraiment, parce que là, je fais du pouce un peu sur ce que tu dis pour en faire un petit résumé, mais autrement dit, c'est qu'on a accès à un jeune personnage qui décide de faire un pacte avec une personne quelconque pour refuser de se marier. Elle dit, durant ce pacte-là, qu'elle préfère ne pas être... elle veut la liberté complète. Ouais, exactement. Puis de juste comme s'effacer, tu sais, qu'elle puisse comme prendre ce qu'elle veut, puis que ce soit ainsi finalement. Et elle se rend compte que le pouvoir des mots a vraiment une grande importance sur finalement ce qu'on laisse, parce qu'elle se fait un peu prendre au piège, comme de quoi que la personne en question accepte cette proposition-là, mais le prix à payer, c'est que malheureusement, elle sera que de passage dans la vie de tous ceux qu'elles croiseront, de par le regard. Fait qu'autrement dit, c'est dès le moment où est-ce que Hadi va quitter la vue de ces personnes-là, que ce soit amis, ennemis, elle est vouée à s'effacer et à recommencer toujours le même processus. Et elle fait la rencontre d'une personne qui va comme chambouler tout ça. Et cette vie-là qui se sera poursuivie sur des centaines d'années finalement. Et on se rend compte que le pouvoir des mots a son importance, le regard en a aussi, mais toutes les traces qui peuvent aussi s'imbriquer dans le temps par une autre manière a aussi son importance dans le dialogue que va comme être sa vie.
il y a quelque chose de poétique, je trouve, avec Adi Larue. Ben oui, parce beau, qu'elle elle réussit en fait à semer sa trace ouais. par une autre façon que le regard des autres et par les souvenirs. C'est souvent ça en fait, c'est qu'on reste en vie tant et aussi longtemps que les personnes se souviennent de nous, Ouais. mais elle n'a pas ça, donc elle Exact. réussit à semer des petites miettes d'elle d'une autre manière. Exact. Et c'est toute cette ingéniosité-là, puis c'est aussi un peu le sarcasme qui vient avec le fait de... C'est quoi les libertés, finalement, qu'on peut se prendre si, au final, tu es si intemporel, mais si peu existentiel auprès des autres? Il y a comme une dualité dans tout, là. Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'appellerais ma fille Adi. Pour vrai, c'est... J'adore ce personnage-là, là. Ça doit être un de mes préférés à vie. On est dans un roman qui est plus contemplatif, fait que c'est pas un roman dans lequel il y a super beaucoup d'intrigues, fait que je pense qu'il faut quand même garder ça en tête si jamais vous décidez de vous lancer. Mais honnêtement, là, vous allez sortir de là en vous disant « Mais je viens de rencontrer un de mes personnages préférés à vie. » Fait que ma propagande s'arrête ici pour Adi Larue. Moi, ça fait 3 ans que je fais cette propagande. Ouais, exact. On la poursuit aujourd'hui. Exactement. Là, je veux dire, c'est un intemporel coup de cœur. On en reparle, puis j'ai juste envie d'aller la retrouver. Là. C'est bon. Mais c'est aussi bon la deuxième et la troisième fois. Moi, ça fait 3 fois que je le lis. Je vous l'annonce. Et c'est toujours aussi bon. Fait que voilà, Adi, on t'aime. Je me souviens de toi. C'est ça, exact. C'est si beau. Donc, niveau personnage, on a fait le tour. Parfait. Maintenant, on est rendu aux autrices porteuses de messages. Oh. Vas-y. On et y va là, avec quoi? on peut commencer peut-être avec qu'on veut lire davantage. Oh, elle commence en force. Ben oui, pourquoi Moi, pas? c'est tendu. Ah oui, donc. Et honnêtement, je n'avais aucune hésitation avec cette catégorie. Et moi, c'est Heather O'Neill. Mais je la connais même pas. Mais non. Mais C'est non, une découverte. On devrait appeler cet épisode Audrey-Anne découvre la vie. Découvre la vie. Dis-moi en plus. Heather O'Neill, elle est née à Montréal. OK. Et ensuite, elle est déménagée aux États-Unis. Donc, elle écrit ses livres en anglais, mais ils sont aussi traduits en français chez Alto. OK. Et là, elle est redéménagée à Montréal. Donc, elle est revenue au pays. Mm-hmm. Et en fait, avec elle, c'est que j'ai dit sans hésiter. Parce qu'elle est vraiment connue pour des personnages féminins forts, mais souvent jeunes, OK. et dans des récits initiatiques. Et là, c'est que j'ai trouvé le mot. Ça fait plusieurs fois là, dans le podcast qu'on mentionne le mot coming of age. Puis là, on se dit, ça c'est un genre, c'est bon, puis on sait jamais comment l'appeler en français. C'est un récit initiatique. Eh ben là, on prend note, on apprend. On prend note. Oui. Et c'est ça, c'est qu'elle met en fait en scène des jeunes filles qu'on va la suivre par exemple de 10-12 ans dans des contextes assez sombres. Souvent, on explore des enfances difficiles, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'abandon, que ce soit de la violence familiale. Et on va suivre en fait ce personnage-là évoluer dans sa vie, dans ses difficultés. Et on se le cachera pas, moi c'est des choses qui me parlent énormément, donc j'ai vraiment l'impression que ça a le potentiel d'être une autrice coup de cœur pour moi. OK. Et ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant, c'est un tout petit livre, là, c'est 35 pages, là, c'est une petite nouvelle. Je sais pas si ça te dit quelque chose, en fait non, je sais que ça te dit rien, je vais l'expliquer. C'est bien que tu prennes pour acquis. Oui. C'est chez les éditions Alto. Ils ont fait, il y a 2-3 ans, une collection spéciale qu'ils ont appelée la collection Ectoplasme. Et c'était des tirages limités de quelques exemplaires, je crois que c'est 500 exemplaires chaque, de petites nouvelles qu'ils ont imprimées. C'est des tout petits formats et c'est des formats artisanaux. Donc, ça glow in the dark. Ce sont des impressions vraiment avec la sérigraphie. Les espèces de reliures sont cousues à la main. Moi, ça me parle énormément, tu comprendras. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Cindy est à l'endos de cette page avec ta petite photo qui est là. Salut! Je vais vous en prendre 2, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. J'adore. Donc, c'est ça. Je m'étais procuré ça en 2021 environ, et elle avait écrit une nouvelle qui faisait partie de cette collection-là, et ça s'appelait « Tu redeviendras poussière ». Donc, on suivait une adolescente, en fait, qui était partie lors d'une soirée d'amis, et elle revient après son couvre-feu, mais on comprend qu'il y a quelque chose, justement, qui l'a retardée. Elle a vécu quelque chose durant cette soirée-là, et en fait, c'est que il y a aucune figure parentale qui la croit. Tout le monde se dit, bon, ben, t'es arrivé après le couvre-feu, voici
ta punition, en fait. Et elle est comme, non, mais écoutez-moi, j'ai vécu quelque chose et il y a personne qui lui donne cette voix-là. Et là, je vous en dirai pas plus parce que c'est seulement 35-50 pages environ. Mais là, j'avais lu ça il y a quelques années puis je me suis toujours dit, il faut vraiment que je revisite cette autrice. Et là, j'ai remarqué récemment que justement, tous ces livres avaient un peu cette prémisse-là de monde un peu sombre, de contexte et de chaos dans lequel il y avait une petite fille ou une petite lumière d'espoir, en fait, qui allait faire son chemin. Puis j'ai vraiment envie d'en lire plus de cette autrice-là. Et je tiens à mentionner aussi qu'elle a une parution ce mois-ci. En fait, c'est une traduction, là, c'est un livre qui a paru l'an passé en anglais. Mais c'est ça, elle a une nouvelle parution chez les éditions Alto. Là, je vous dis ça et le titre m'échappe. Que je me l'étais noté. Et j'espère que oui. Hein. Écoute, La capitale des rêves. Oh, c'est si beau comme titre! Moi, ça me parle! OK! Oui. Et ça disait, dans le fond, le pitch de vente pour ce livre-là, c'était « Les jeunes filles découvrent leur précarité, mais aussi leur puissance. » Ouais, on aime ça. C'est fort. C'est fort. Et dans le fond, je vous mentionnais ça parce que Heather O'Neill, en fait, elle a été nommée l'autrice du mois de mars 2025 chez les éditions Alto pour la sortie de son roman. Pardon, mais c'est tellement concept ici, là. Oui! Et ce qu'ils font, en fait, c'est que la nouvelle que je viens de vous parler, Tu redeviendras poussière, est disponible en PDF gratuitement sur demande avec les éditions Alto. Fait que vous pouvez leur écrire, ils vont vous envoyer cette histoire gratuitement. Aïe aïe! Pour vrai, là, elle devrait travailler chez Alto. Quelle aubaine! En plus, je suis pas très loin des éditions Alto, vous m'écrirez. Clin d'œil! En tout cas, je sais, mais je trouve qu'ici, là, c'était tellement... Tout était bien placé pour nous sortir ça. Honnêtement, j'adore cet épisode. C'est parfait. Agente à la promotion, je dis ça. C'est pas vrai. Génial. Ah, ben oui, mais c'est parfait. OK, mais j'aime ça. Okay, moi, de tout mon est côté, dans tout. De mon côté, ça serait cette autrice que j'aimerais vraiment découvrir. Je veux dire, gardez ça en note. Moi, je suis allée ailleurs, là, complètement ailleurs, mais... C'est que veux-tu? Hein? J'aurais manqué mon coup de marketing si bien ciblé. De mon côté, avec notre catégorie de On veut en lire davantage, c'est une autrice de qui j'ai déjà lu 2 romans. C'est une autrice... c'est pas drôle, on dirait j'ai comme un blanc. Je crois que c'est une autrice américaine. OK. Je crois. Ça sera vérifié si je dis n'importe quoi, vous nous le direz. Que tu connais peut-être le nom qui s'appelle Karin Slaughter? Oui. Donc, je te dirais que de mon côté, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir davantage pour 2 raisons. Évidemment, bon, c'est une femme. J'ai l'impression qu'elle écrit pour des femmes, mais pas que. Je t'explique pourquoi. C'est que ce que j'aime avec elle, elle fait de l'horreur, donc il faut quand même aimer le genre. Puis quand je parle de horreur ici, c'est pas nécessairement qu'on y va dans du gore ou encore dans des choses qui sont très, très graphiques. Quoique, je vous dirais qu'elle a quand même... on va dire, on peut lui donner ça, là. Elle est capable de nous livrer quand même du bon détail sans nécessairement que ça s'épande sur plusieurs pages. Mais bref, ce que je voulais dire avec elle, c'est que j'ai l'impression qu'elle nous offre des personnages féminins à la hauteur des femmes que nous sommes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est capable de nous donner accès à des personnages victimes, à des personnages bourreaux, qui sont si bien exploités et si bien représentés que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment propres de ce qu'on pourrait voir dans la vraie vie. Dans la mesure où est-ce que nos victimes ne sont ni noires ni blanches dans ce qu'elles peuvent représenter en termes de moralité. On se retourne du côté des bourreaux, c'est exactement aussi le même genre de portrait où est-ce que c'est ni blanc ni noir, on est vraiment dans une espèce de zone grise au niveau de la moralité. Et ce que j'aime davantage en plus avec ce type d'autrice-là, c'est qu'elle nous offre accès à des peurs. C'est genré ce que je vais dire, mais qui nous donne accès quand même à des peurs de femmes. Puis ce que je veux dire par là, puis encore là, je suis ouverte à ce qu'on en discute dans les commentaires, mais j'ai l'impression que le sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui malheureusement est peut-être plus souvent absent chez les femmes que chez les hommes. J'ai l'impression que le concept aussi de fausse familiarité ou encore de faux semblants, c'est quelque chose qui malheureusement peut faire plus souvent peur auprès des femmes, que ce soit par le voyeurisme, que ce soit par
le fait qu'on se fait passer pour une autre personne, qu'il y ait des faux semblants finalement là, de ce qui est... La réalité n'est pas nécessairement ce qu'on nous avait préparé finalement, que ce qu'on pourrait avoir chez les hommes. Fait qu'on dirait que de jouer sur ces peurs-là, où est-ce que le sentiment de sécurité au sens très large est facilement comme corruptible chez les femmes, ou du moins est facilement non accessible, que ce soit juste parce qu'on voit présentement dans le monde. J'ai l'impression qu'on est toujours à une décision près de faire comme 18 pas en arrière en termes de droit ou en termes de, on va dire, de choses qu'on pouvait prendre pour acquis, que j'ai l'impression qu'elle vient mettre le doigt dessus dans ses romans, où est-ce qu'on joue avec ces peurs-là, puis j'ai l'impression que d'avoir accès à des personnages qui viennent jouer aussi dans ces deux pôles-là, ben ça fait en sorte que j'ai comme l'impression d'avoir un portrait juste de ce que une femme pourrait être, dans la mesure où est-ce que elle peut être personnage secondaire tout aussi pertinente que si elle était un personnage principal. Elles ont leur raison d'être finalement, ces personnages-là, dans ces histoires, puis j'ai l'impression que c'est ce qui est le fun dans des romans où est-ce qu'on est dans le genre de l'horreur, c'est que souvent, puis c'est plate, mais j'ai l'impression d'en avoir lu beaucoup où est-ce que c'était des victimes, ou encore c'était des personnes qui avaient des gros problèmes mentaux, puis c'est ce qui pouvait expliquer le fait qu'elles se rendent jusqu'à commettre telle chose, mais il existe tellement on va dire un éventail beaucoup plus large de possibilités, puis l'auteur, ben, vient jouer là-dedans. Moi, ça me plaît. Ah, ça me plaît aussi. C'est ça. Il y a quelque chose qui fait que j'ai envie d'en savoir, ben, du moins d'en découvrir plus, on va dire. Mais juste le fait aussi que tu dises qu'il y a une certaine compréhension au niveau des peurs et des risques qui nous entourent. Genre le nombre de conversations que j'ai dû avoir avec un homme, là, que ce soit genre un parent, un ami, un copain, où est-ce que tu nommes une situation puis tu dis, ben tu sais, comme je veux pas y aller seule, ou j'ai peur qu'il m'arrive telle chose, puis qu'il y a une incompréhension totale autour de ces peurs-là, mais qui sont tellement justifiées parce que c'est notre réalité, tout simplement. On doit être peut-être un petit peu plus sur nos gardes à certains moments. Oui. Puis, ben c'est ça, cette autrice-là, elle va... Tu sais, tout est dans le petit détail, puis je veux dire... Ça peut être aussi niaiseux, là je mets des gros guillemets, sur le harcèlement. Tu sais, ça peut être très bénin là, dans la manière que le harcèlement peut se vivre. Mais mettons qu'on se dit juste, on l'amplifie un tout petit peu. Ouais. Un tout petit peu. Qu'est-ce que ça peut venir créer sur ces personnages-là, le fait de se sentir juste un petit peu plus que la normale, entre guillemets, je dis ça encore une fois sous grosses guillemets, du harcèlement. On dirait qu'elle vient jouer sur ces espèces de barèmes-là, puis je suis là, hey, c'est parce que comme, je sais pas ce que je ferais, là, si je me sentais si souvent harcelée, est-ce que ça viendrait un peu teinter ma personnalité ou mes réactions? Peut-être, peut-être pas, mais peut-être. Il y a quelque chose, c'est le fun. Puis sans nécessairement pousser plus loin, mais des fois aussi c'est l'accumulation, là, où est-ce que t'es comme, hey, ça a peut-être l'air bénin, justement, de vue externe, mais moi, ça, c'est la goutte qui fait en sorte que là, c'est trop, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Puis comme je vous dis, elle est capable d'aller quand même assez loin dans son horreur, fait qu'il faut aimer quand même le genre. C'est pas pour les âmes sensibles, mais c'est plus que divertissant. Tu sais, il y a quelque chose qui est un petit peu plus recherché qui fait en sorte qu'elle peut en valoir la peine. Moi, je l'aime. Ah, j'aime ça. On dirait que c'est pas la première fois que tu nous parles d'elle, mais tu nous la présentes toujours différemment. J'aime ça. Mais elle est comme méconnue. Elle est pas assez connue, je trouve, pour ce qu'elle est capable de nous rendre. Ah, elle joue vraiment sur des bonnes peurs, là. Ah, j'aime ça. En tout cas, sur mes bonnes peurs, du moins. Elle a quand même plusieurs romans à son actif. Ah, quelqu'un qui voudrait... Oui, là. Il y aurait du stock en masse. C'est ça. Bon, fait qu'on aurait fini pour les autrices qu'on voudrait lire davantage. Oui. Est-ce que tu veux qu'on aille peut-être dans une découverte? Ah oui, donc. Oui. Tu vas être contente. Je vais être contente de ce que tu vas me présenter? Ok. Ben moi, je vais y aller avec une découverte. C'est quand même très, très, très récente. C'est un livre que j'ai lu la semaine passée. OK. Et là, je parle encore des éditions Stanky, mais excusez-moi, mais moi, je les adore. Honnêtement, c'est une de mes maisons d'édition préférées dans la littérature québécoise. Ouais. Et j'ai lu la nouveauté, en fait, qui est Contour de Anne-Élisabeth Pilote. OK. La couverture, est-ce que ça dit quelque chose? Elle est verte un peu, une espèce de chat fait au pinceau avec la peinture blanche. Ouais. Je me plongeais dans ce livre-là avec aucune attente parce que c'était un peu flou. J'avais de la difficulté, en fait, à comprendre un peu où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça. Mais ce que je savais, par exemple, c'est que c'est un livre, en fait, qui est de la fiction avec un peu d'autofiction. Parce que le personnage principal s'appelle Ellie et on a une autre autrice qui s'appelle Anne-Élisabeth Pilote et on comprend au fur et à mesure qu'elle y a mis beaucoup d'elle dans ce livre-là, beaucoup de ses vulnérabilités, de ses fragilités et elle a aussi utilisé la dystopie pour pouvoir bien nous imbriquer le sujet qu'elle voulait nous amener et j'ai tellement trouvé ça intéressant de lire une dystopie mais qui était légère.
Tu sais, j'ai l'impression que les dystopies, habituellement, là, c'est comme la grosse affaire où est-ce que là, le gouvernement prend le contrôle de tout le monde, ou c'est comme quelque chose du genre la Terre va exploser. Tu sais, c'est tout le temps des gros dilemmes, là. Où est-ce que là, la dystopie, c'était que les étoiles dans le ciel ont disparu. Est-ce que ça change la vie de monsieur et madame tout le monde? Non, ils continuent à aller travailler comme si de rien n'était. Mais c'est quand même une grande disparition parce que les étoiles, on les prend pour acquis. Et là, si du jour au lendemain, elles ne sont plus là, ça va affecter aussi les changements climatiques. Donc là, il y avait tout cet aspect-là, mais en fait, c'est que on retrouve le personnage de Ellie, et elle, c'est qu'elle revient après un long voyage. Elle est dans la maison de sa grand-mère qu'elle a eue en héritage. Sa grand-mère, elle est décédée. Et là, elle utilise en fait cet hiver-là dans cette maison pour un peu faire un peu la paix avec le vide. J'ai envie de dire, parce que là, elle revient d'un long voyage, elle n'a plus de repères. Et là, c'est un peu de se demander qu'est-ce qu'il me reste ici, à quoi je me rattache. Et là, elle se perd un peu dans des questions existentielles. Mais tu me connais, moi quand je lis un livre, je veux tout comprendre. Je veux savoir le pourquoi du comment, tu sais, puis quand ça s'étend trop en peut-être que, souvent on perd mon intérêt. Et je dis que Anne-Elisabeth Pilote, c'est une découverte pour moi parce que c'est son premier roman. Et dans cette quête un peu du vide et dans cette quête de questions existentielles, elle a retenu mon intérêt du début jusqu'à la fin. Et même si je n'ai pas de réponse à mes questions existentielles, mais ça reste que j'en ressors tellement satisfaite. Puis je trouve que d'avoir fait ça avec mon profil de lectrice, c'est vraiment réussi. Ben tant mieux, Crème. Je veux dire, elle est venue quand même répondre à ton besoin, on va dire primaire. Ouais. Mais quand même, en jouant un peu avec tes limites. Oui. Mais tu as trouvé ton compte, j'aime ça. Mais j'avais toujours envie de lire ce livre-là. Si je mettais mon signet, je faisais autre chose. J'étais comme, j'ai vraiment envie d'aller lire. Et puis là, j'avais toujours envie de continuer. Il n'y a pas eu de moment dans l'histoire où il y a eu un creux. J'ai vraiment eu l'impression que, même si c'était un récit de découverte et de questionnement, j'avais pas l'impression qu'on tournait en rond. Et en fait, ce vide-là qu'elle ressent, c'est aussi le vide qui est dans le ciel. Et c'est qu'elle essaie d'écrire et sa voisine qui est peintre essaie en fait de peindre le ciel vide. Donc là, c'est de là que vient aussi le titre contour. Donc les deux femmes, à leur manière, essaient de brosser le contour de ce vide-là, une avec les mots et une à coups de pinceau. Oh, c'est beau! Pour vrai, j'ai vraiment aimé ce livre-là. C'est comme en simplicité, mais la plume aussi de l'autrice, là, c'est vraiment une belle découverte. OK. Ouais. Ben là, on dirait que tu m'en fais vraiment un bon pitch. J'ai envie de l'essayer. Je le recommande, vraiment. OK. On dirait que... Mais tu l'avais-tu mis sur les réseaux? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Ouais, peut-être que ça sera sur mes réseaux quand vous aurez vu cet épisode. C'est ça, quand tu vas... OK. Ouais. Ah, mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait m'interpeller, là. Je pense que oui. OK, je prends note. Là, je me suis... pas trompée, mais on en reparle plus tard de finalement celui-là. Parce que j'étais là, dans ma tête, c'était comme on allait faire celui-là à découvrir, mais c'est notre découverte. Fait que c'est celui-là que j'ai déjà lu par. OK. Fait que bref. Pas grave, c'est ça. On présente des femmes, c'est ça l'important. Peu importe la catégorie. C'est ça. Donc, celle qui est ma découverte, je te dirais que c'est du lourd. C'est du lourd dans la mesure que c'est le premier livre que j'ai lu aussi de cette autrice-là. C'est un livre que j'ai eu la chance de lire en lecture commune avec Victo. Fait qu'on te mettra quelque part, évidemment. Oui. Puis, c'est un livre qui, là, âme sensible, s'abstenir, je vais lâcher un sacre ici, dans 3, 2, 1, qui m'a décalissée. Donc, maintenant que ça c'est dit... Est-ce que tu voudrais dire genre le livre le plus triste du monde? Le livre le plus triste du monde, qui est Une vie comme les autres, donc A Little Life. Et là, je prends mon téléphone juste pour dire le nom de l'autrice, qui est Anya Yanagiara. Donc, on y retrouve en fait une histoire comme j'en ai jamais lu. On parle d'un roman qui fait plus de 1000 pages au format poche et honnêtement, prenez genre ma tête, ça doit être l'épaisseur de ce livre-là. Donc, honnêtement, relevez-vous les manches parce que quand on y plonge, c'est du lourd. Mais
Avoue que la comparaison C'est bon. si jamais vous êtes en train de nous écouter à l'audio, ben là, prenez maintenant, mettons là, la paume de votre main, là, allez jusqu'au bout de vos doigts. Oui. C'est à peu près l'épaisseur du livre, OK? Donc, en fait, tu connais, j'imagine, un peu le synopsis? Mais plus ou moins, honnêtement. Je te laisse m'expliquer aussi en même temps. Dans une fiction pure et dure. On est dans une fiction qui se déroule à New York. On y va sur différentes générations. Donc, on peut parler ici de la fin vingtaine, aller jusqu'à la mi-soixantaine à peu près au niveau des personnages. Et on nous donne une vie misérable et une vie là, complètement chaotique à l'ensemble de ces personnages-là. Donc, on y suit quatre hommes, en fait, qui sont 4 amis qui commencent une cohabitation dans certains quartiers plutôt malfamés de New York. Donc, on y suit Willem, Malcolm, on y va aussi avec JB, puis avec Jude. L'ensemble de l'œuvre, on y va un peu avec des petits grains aléatoires, assez éphémères même, sur la vie de ces 4 personnages-là, qui viennent à évidemment évoluer ensemble, mais aussi de manière totalement séparée. Pour moi, c'est une grande découverte, je te dirais dans la mesure où je n'ai jamais eu la chance de lire une autrice, ou du moins les mots d'une autrice, qui était si, on va dire, ancrée dans le quotidien, oui, mais aussi punchée à la fois. Dans la mesure où les chapitres sont excessivement longs, je vous dis là ce que je vous dis là c'est tout des PTSD là, comme lecteur, là, donc des chapitres excessivement longs qui nous mettent très peu en contexte sur le avant ou sur le après, donc on est vraiment dans le moment présent, mais le fait qu'on soit dans le moment présent de l'ensemble de ces personnages-là fait en sorte qu'on s'y attache sans même se rendre compte qu'on s'attache à l'ensemble de ces personnages-là. Ce qui fait en sorte que quand ils vivent des difficultés, quand ils vivent des drames ou quand ils vivent encore des succès, ben on a l'impression d'être vraiment dans une émotion soit positive ou négative envers ce qu'ils vont avoir vécu là, au fil de l'histoire. Puis les gens, je vous dirais, quand ils disent que c'est un des romans les plus tristes, c'est vrai, mais ça serait fou de dire aussi que c'est le roman le plus triste qu'ils ont lu si on se fie seulement au dernier tiers. Je vous explique pourquoi. C'est que, autrement dit, c'est qu'on suit quand même l'évolution de 4 personnages qui, j'ai l'impression, là, c'est toi puis moi. Dans le sens que toi et moi, on commence notre vingtaine, on a des espoirs par rapport à notre avenir, on a des ambitions aussi au niveau de notre carrière, au niveau de notre famille. Puis, ben, avec tout ça, là, tout ce petit bagage-là, justement, de certains rêves ou encore de certaines... on va dire même préconception au niveau de la vie, ben on avance, coudonc, puis ben au fil de notre chemin, ben on ramasse des choses en chemin qu'on met dans notre sac, il y en a d'autres qu'on décide aussi de laisser en arrière, puis ben coudonc, le chemin A qu'on décidait de prendre, ben il prend une bifurcation sur le chemin B, etc. Fait que tu sais, c'est assez linéaire, sans nécessairement que ce le soit tout au long de l'histoire. Et ben, les petites révélations qu'on nous laisse sur l'un des personnages, qui est Jude, qui est un peu l'être mystérieux là, qu'on se rend bien compte assez vite là, au fil de l'histoire, ben, tout ça fait en sorte que quand on arrive justement au dernier tiers, où est-ce qu'on a l'impression d'avoir grandi, d'avoir vieilli avec ces personnages-là, ben, tout ce qui se passe, qui prend finalement tout un sens et qu'on ne s'était pas rendu compte auparavant, ben, ça nous laisse sur un désespoir, ma foi, phénoménal. J'ai l'impression que je n'ai jamais lu de romans qui étaient aussi puissants. Je n'ai jamais lu de romans qui m'ont fait brailler, pleurer là, toutes les larmes de mon corps à un point où est-ce que j'étais inconsolable. C'est très dur au niveau des amitiés, c'est très dur au niveau de la perception qu'ont les personnages envers eux-mêmes, mais en même temps, c'est tellement réaliste. Tu sais, je veux dire, quand ça va pas bien dans ta vie, là, ben ça va vraiment pas bien. T'as l'impression d'être une grosse marde. Oui. T'as l'impression que tout va mal, t'as l'impression que tu te remettras jamais d'une peine d'amour quelconque, puis comme t'as l'impression de juste revivre tout ça, là, ce que t'aurais pu vivre à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans avec le personnage qui est en train de le vivre à l'heure actuelle. Fait que c'est très confrontant sur le genre de réalité que tu peux toi-même avoir vécu, surtout si en plus on ajoute à ça des déceptions amoureuses, qu'on rajoute à ça des sévices à l'enfance, qu'on rajoute à ça des traumas aussi reliés à l'enfance. C'est du lourd, c'est du très très lourd, mais c'est fait avec une certaine délicatesse qui fait en sorte que je ne peux que reconnaître en fait
on va dire, le talent et la qualité de l'autrice envers ces moments-là sporadiques du quotidien. Mais moi, j'ai une question au niveau des personnages. Est-ce que on suit vraiment comme nos 4 hommes qui sont vraiment 4 personnages principaux ou on suit Jude et ses 3 colocs? Non, c'est ça l'affaire. C'est qu'on suit... Je te dirais que il y a peut-être un petit peu plus de l'histoire qui va être mise sur Willem, qui est genre mon grand personnage, et Jude, mais d'un tout petit peu, là. On va dire qu'on les met un petit peu plus de l'avant parce qu'ils nous semblent peut-être un petit peu plus complets. Ils ont une synergie aussi qui est peut-être un petit peu plus particulière, mais demeure que ce qui est fait pour les autres est tout autant, on va dire, marquant, puis on s'y attache d'une façon ou d'une autre... les 2 pieds, là, les 2 mains là, bien liées, là, puis on est attaché bien serré, puis on se dit, mais mon Dieu, on vit tout ça, puis on peut rien faire. C'est vraiment bon. Mais je ne doute pas que c'est serré, parce que j'ai entendu dire souvent que l'autrice avait refusé de faire des adaptations cinématographiques avec son histoire, parce que ça ne pourra jamais être à la hauteur de son œuvre écrite. Là. Ah oui, tout est dans les petits détails, là, puis si elle veut prendre 18 pages pour nous dire comment ça se fait que tel personnage est déçu de ne pas pouvoir... je sais pas, peindre telle chose, ben elle va le prendre, cette 18 pages-là. Puis au final, tu te dis, ouais, c'est bien long pour rien, mais là, finalement, 3 chapitres plus loin, t'es là, non, mais là, je comprends, là. Je comprends. Sa déception reflète sur autre chose. Oui, exactement. Là. Ou le fait que là, il soit capable de vendre telle toile ou d'être exposé à tel endroit, t'en éprouves vraiment de la satisfaction, puis t'es là comme, yes, enfin, là c'est ton moment, là, vas-y, shine, vas-y, là. Mais c'est ça, tout ça est comme imbriqué l'un dans l'autre, tu sais, ça vient avec les détails, ça vient avec la lourdeur de l'histoire. C'est aller une fois dans sa vie, je pense, pas à n'importe quel moment de sa vie, mais c'est vraiment bon. Fait que pas nécessairement l'histoire la plus triste du monde, mais peut-être l'histoire avec le plus de trauma ou PTSD, justement. Ou... Un bon mélange de tout. Bon mélange de tout. Comme je te dis, je n'ai jamais pleuré autant que sur cette histoire. Ok, ça en dit long. Mais c'est ça. Puis je vous dirais que je suis assez sensible dans la vie. Fait que pleurer, c'est chose commune. Mais celle-là est pas pire. Ok, c'est sûr que je veux le lire un jour, mais comme tu dis, au bon moment. Je sais pas c'est quand ce moment. Oui, là, tu sais, je veux dire, si tu t'es chicané avec ton meilleur chum la semaine passée, c'est pas là que... lis pas ça tout de suite. Si en ce moment t'es sans emploi, lis pas ça tout de suite. Tu sais, faut que tout soit comme le fun dans le moment où est-ce que tu lis. Faut que tu sois capable de le prendre sur tes épaules. Exactement. Puis que tu te dis que c'est pas ta vie. Le parallèle est comme facile à confondre. Ouais. C'est vraiment spécial comme lecture. Mais surtout que quand c'est une lecture aussi longue, c'est parce que tu les accompagnes pendant très longtemps. Oui. Tu as l'impression peut-être, pas nécessairement de mêler ta propre histoire à la leur, là, mais presque d'en faire partie. Oui, vraiment. Là. Puis il y a des moments où est-ce que j'étais comme, je peux pas croire que tu me fais vivre ça, Agnès, je peux pas croire. Mais comme, elle me le fait vivre. Ah non, pour vrai, c'est vraiment une très belle et profonde découverte. Est-ce que tu voudrais lire d'autres livres de cette autrice? Je sais pas si elle en a fait d'autres. Je pense qu'elle en a fait un autre. Oui, un autre, je pense. Donc oui, assurément. Pas demain matin, mais oui, c'est sûr que je voudrais réitérer l'expérience. OK. J'adore. On serait rendu à notre dernière catégorie des autrices, donc à découvrir. Oh, j'adore. Moi, de mon côté, c'est pas quelque chose que j'ai lu, donc c'est quelque chose que je voudrais lire, et c'est Nathalie Haynes. Tu vas me dire encore ça, moi, c'est quoi? Je te dis, on m'explique genre la vie, c'est aujourd'hui, je sais pas, ça me dit absolument rien. Aujourd'hui, c'est bienvenue dans ma bibliothèque. Yeah! Des choses qu'on ne voit peut-être même pas passer full sur les réseaux sociaux. C'est mais bon, ça. On voit full passer, mais je pense que ça ne te dit rien parce que c'est de la mythologie grecque. Hey, ça me dit rien, mais ça me parle. Ça te parle? Ouais, c'est sûr. Parce que je me suis dit que un endroit où les femmes sont maltraitées, c'est en mythologie grecque. Ouais, hein, parce qu'elles sont souvent victimes de malédictions, de trahisons, de violences. On va souvent parler des héros, mais on ne parle jamais des héroïnes. Fait que je me suis dit qu'il y avait du potentiel de ce côté-là. Ouais. Et je sais que Nathalie Haynes, elle est vraiment connue en fait pour justement revisiter certains mythes grecs ou certaines héroïnes qui n'ont pas connu leur heure de gloire, ou qui sont tout simplement, en fait, mis de l'avant comme étant des vilaines, tandis que ce sont des victimes. Ah, ça, j'aime ça. Et là, je veux te parler plus précisément de Dans les yeux de Méduse, qui est traduit chez Michel Lafon, de son titre original Stone Blind, qui, en fait, nous dit la vérité sur
le personnage de Méduse, qui est la gorgone principale Ouais. dans toutes les gorgones qui existent en mythologie grecque. Mhm. Et c'est que, toi, mettons là, que je te parle de Méduse, là, qu'est-ce que t'en sais? Ben, je sais que son regard transforme les autres en pierre. C'est ça. Je sais que elle a des cheveux de serpent. Exactement. Puis Comment tu l'aperçois? Ah, je l'aperçois comme une personne jalouse. Bon. Je l'aperçois comme quelqu'un qui a un cœur de pierre. Moi, genre perfide un peu, Ouais, là. ouais. Ouais. Comme Ouais. une vilaine, dans le fond. Ben oui, Ben mais oui, c'est sûr! Tandis que Méduse, c'est une victime. C'est la victime de Poséidon. Qui est donc ben ce héros et qui est aussi cet intouchable puissant, parce que Poséidon, en fait, est un des 3 grands dieux primaires. Il y a lui qui a le Zeus. trident. Oui, lui qui a le trident. Ouais, ok. Fait qu'on a Zeus et ses 2 frères qui sont Hadès et Poséidon. Donc, ce sont The Big Three qu'on appelle. Mhm. Et en fait, c'est qu'elle a été sa victime. Donc, Méduse était dans sa grotte. Et elle faisait pas de mal à personne. Elle vivait Elle tranquille. vivait sa vie avec, c'est sûr. Mm. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, elle a été curieuse. Donc, elle s'est aventurée dans la forêt, en dehors de sa grotte, et elle est tombée sur un temple. Les femmes curieuses, hein. Ah, fait tellement pas bon ménage. Mais oui, la pauvre, c'est de sa faute. Ah, c'est de sa faute! Ah, mais oui. Donc, elle a trouvé le temple d'Athéna. Et là, elle a été visitée parce qu'elle se disait, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Elle est curieuse, c'est sûr, mais oui. Et qui était au temple d'Athéna? Poséidon était là. Donc, il a vu cette charmante jeune femme, parce qu'avant d'être une gorgone, c'était une jeune humaine. Il l'a vu, et c'était un viol. Disons-le comme que c'est ce qui s'est passé. Et il y a une discussion entre cette jeune fille et Poséidon, où elle lui dit, mais moi, si ça me tente pas, qu'est-ce qui se passe? Et lui de dire des choses du genre, tu devrais être contente, c'est un privilège, tu n'as pas eu à rien faire, je t'ai choisi. J'ai aimé comme c'est horrible! Drapeau rouge, on peut pas sauver ça, là! oui, d'accord. Hey, c'est grave, c'est grave. Ouais. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Athéna, grande colère, a dit, Méduse, tu as profané mon sanctuaire, mon temple sacré. Donc, voici la malédiction. Tu ne pourras plus jamais regarder personne dans les yeux. Tu auras un cœur de pierre, justement, et tu seras tellement laide, entre guillemets, que plus personne ne pourra poser le regard sur toi et te désirer. Et tu seras seule aussi, parce que tu peux pas partager ta vie avec aucun humain, puisque tu ne peux pas croiser leur regard. La curiosité est un si vilain défaut chez les femmes. Écoute, tout se ramène à ça. Et la donc pauvre, c'est la prémisse. Hey, c'est la prémisse de la gorgone. C'est bon. C'est bon. Le pitch est bon. Le pitch est bon. Donc, moi, j'ai vraiment envie, en fait, de revisiter un peu, justement, des héroïnes comme ça qu'on ne connaît pas du tout. Je crois aussi qu'elle a fait un autre livre par rapport à la guerre de Troie. Mais elle revisite, en fait, les héroïnes. Donc, ça s'appelle Les Invaincus de la guerre de Troie. Intéressant. Et là, je pense que ce n'est pas seulement sur une personne, mais c'est vraiment sur toutes les femmes qui ont gravité autour. Que ce soit un peu les femmes des demi-dieux, que ce soit carrément des déesses même. Et là, on va un peu venir tisser leur histoire au travers de ces héros dont on parle. Oui. En fait, on en parle juste d'eux autres. Ouais. On les connaît si bien. Exactement. Ah, mais je trouve ça intéressant de voir comme l'envers de la médaille. C'est fun, ça. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est comme les facettes qu'on ne connaît pas, genre. Puis quand on les connaît, on voit tellement les trucs différemment. Ouais. C'est comme, je fais un parallèle, là, ça n'a absolument aucun lien avec la mythologie, mais tu sais, les histoires d'enfants, Blanche-Neige et toutes les fables de La Fontaine, là, ce n'est pas des histoires d'enfants à la base, là, c'est très horrifique et c'est rempli d'injustices, mais on les a transformées avec le temps et on a une perception différente. Mais là, c'est la même chose avec les mythes grecs aussi. J'aime ça, j'ai hâte que tu m'en parles. J'ai vraiment hâte de lire celui-là. Ok, super intéressant. De mon côté, j'y suis allée avec une autrice qui a fait un seul roman jusqu'à présent. Ok. Que j'ai dans ma pile à lire parce que le résumé m'interpellait vraiment beaucoup il y a quelques années. Puis ça fait plusieurs fois que je pense à sortir ce livre-là de ma page. Ok.
Puis pour X raison que ce soit, je me dis, je poursuis mon chemin. Ouais, mais là, cette année, là, c'est l'année de cette découverte. C'est l'année de beaucoup de choses. Là, c'est une grande année 2025, hein? Et là, tout ça, on se commet, là. C'est enregistré. En fait, ça se trouve être une autrice qui s'appelle Marilyn Brack. Ça me dit rien. C'est une autrice américaine, mais qui a en fait, ses parents viennent de la Corée, puis elle a grandi pratiquement là, toute sa vie en Angleterre. Okay. Donc elle a un peu de racines d'un peu n'importe où finalement. Puis c'est un titre qui, en tout cas, m'interpelle juste de par le nom, qui s'appelle Fille de la mer. Okay. C'est une histoire qui m'interpelle parce que, dans le fond, l'autrice a décidé de revenir un peu sur une tragédie qui s'est passée au moment où est-ce que sa grand-mère et sa mère habitaient en Corée, qui s'est passée durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est comme une version de l'histoire, mais plus du côté, on va dire, de l'Asie. L'envers de la médaille. Oui, exactement. Ouais. Où on y suit, en fait, deux jeunes sœurs qui s'en vont proches de la mer et qui se sont fait dire toute leur vie que tu ne devrais pas, du moins, approcher les Japonais. Pour X raisons que ce soit, parce que on va dire l'esclavagisme sexuel ou encore on va dire le kidnapping était très fréquent à l'époque envers les jeunes coréennes. Et on y relate en fait l'une de ces histoires-là. Donc ce sont deux sœurs qui sont, comme je te disais, sur le bord de la mer. Elles voient débarquer un bateau qui s'approche en fait là, du large, qui vient du large, qui est en fait rempli de personnes armées, là, donc des militaires japonais. Et ils ont comme intention de kidnapper la plus jeune des deux sœurs. Et la plus vieille, qui a vu ça aller, se décide à se porter à la place, en fait, de sa jeune sœur. Donc, on y suit, en fait, deux histoires parallèles entre l'histoire d'une de ces deux sœurs qu'on voit un peu vers la fin de sa vie, qui relate, en fait, tout ce qu'elle a vécu comme, on va dire, femme de réconfort. Puis, on y voit aussi toute, on va dire, le regret, toute la culpabilité avec lequel a dû grandir la plus jeune des deux sœurs dans un monde où la place des femmes en Corée était pas non plus hyper émancipée à l'époque, et qui vient aussi avec les reproches de sa jeune famille, et qui, pour X raisons de ce soit, la jeune fille a décidé de vivre pour deux finalement, fait qu'elle a décidé de s'émanciper, elle a décidé aussi d'aller comme plus au-delà de son rôle typique et blablabla. Et ces deux histoires-là se reflètent sur l'une et l'autre de pourquoi qu'une a voulu protéger l'une, pourquoi que l'autre a voulu protéger l'autre. Et bref, on y vit presque 300 quelques pages c'est ça, de fiction entre cet amour-là de sororité et d'espoir et tout. Fait que j'en sais pas plus, mais on dirait que ça m'interpellait juste de par ce côté-là, on va dire, de l'Asie que je ne connais pas beaucoup. Ouais. Pachinko m'avait vraiment, vraiment plu avec justement là, cette espèce de tranchée-là entre la Corée et le Japon, à peu près dans les mêmes années. Fait que là, on dirait que de me lancer, mais dans on va dire un récit un petit peu plus féministe, il y a peut-être de quoi à voir. Mais t'as quand même beaucoup de suggestions historiques aujourd'hui. Ouais, hein? C'est bon, mais j'aime C'était mon mood, ça a l'air. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est ce que j'avais à vous proposer, la gang. Fait que historique, résilience comme mot-clé pour aujourd'hui. Et aussi, on s'est présenté des autrices et des personnages qu'on ne connaissait pas l'une et l'autre. Fait qu'on s'est fait des découvertes aussi ensemble. Vraiment! Fait que peut-être que ça sera aussi votre pitch pour vous dire qu'on vous fait découvrir des nouvelles affaires. Parce que je pense pas que c'est des trucs qu'on a vu passer beaucoup sur les réseaux en plus. Pas tant, je pense, Hey, c'est bon, moi j'aime ça, là. Yes! On parle des trucs en dessous du tapis. Notre spécialité, peut-être, à devenir. On sait pas trop. Fait que c'est ça. Donc, pour conclure, on a envie de faire un petit quelque chose de différent aujourd'hui. Habituellement, on conclut avec notre segment « Qu'est-ce que tu lis? » Mais là, on a envie d'y aller avec « Qu'est-ce qu'on a envie de lire dans le futur par rapport au sujet du jour? » Donc, moi, j'avais envie de lire deux trucs. Et il y en a un que c'est au Québec et l'autre à l'étranger. Je me suis dit que j'allais l'inclure aussi. Ben oui. Et au Québec, c'est que dans ma pile à lire, j'ai Les Follets chez Marchand de Feuilles. Édition du Marchand de Feuilles. Non, ça me te dit quelque chose? Pas toute, La encore. couverture, elle est noire. Il y a deux femmes sur la couverture. On dirait deux femmes d'époque. Non, je pense pas vite comme ça que j'ai ça en tête. Celui-là ici, de Annie-Claude
Thériault. Non. Non? Non, ben je vois le genre, parce que je pense qu'ils ont eu une autre couverture un peu similaire, mais avec une autre personnage d'un autre sens, là. Qui a comme des écritures roses. Ah oui, aussi. Mais non, pas lui. Ok. Dans le fond, je vais te faire un petit, oui. résumé parce que je n'en sais rien. En fait, là, je ne l'ai pas encore lu. Mais je me suis fait dire qu'on avait plusieurs portraits de femmes à travers plusieurs générations et que là, on va voir un peu le bagage de certaines femmes qu'on vient transférer un peu de mère en fille. Et ça y va comme ça. Mm-hmm. Les Follets, ce sont 5 portraits de femmes que Laura semble raccrocher au mur vide de sa maison. Ce sont des femmes qui bercent, qui lisent, qui trappent, qui cuisinent et qui aiment, mal souvent, mais qui aiment. Des femmes qui cherchent finalement peut-être simplement toutes la même chose, survivre. Clairement, Puissant. ça fit dans le sujet d'aujourd'hui. Il y a une C'est certaine sûr. puissance, C'est sûr. une certaine Très puissant. résilience aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'on va peut-être être avec des personnages imparfaits, ou est-ce qu'elles aiment, mais elles aiment mal, mais tu comprends leur intention, mais ce n'est pas nécessairement la bonne action à faire. Mm-hmm. Fait que j'ai vraiment envie d'aller explorer ça. J'ai l'impression aussi que c'est le genre de livre qui est pas connu, mais toutes les personnes qui l'ont lu ont adoré. Ah, mais ça parle, hein? Ça parle, ouais. OK. Mais En c'est tout cas, j'ai ça. hâte de voir ce que tu vas en penser. Ouais. C'est vraiment une grosse nouveauté, une grosse surprise, en tout cas pour moi. Mais j'ai l'impression que le Marchand de Feuilles font souvent des livres féministes, des livres vraiment qui mettent les femmes en lumière et qui les mettent aussi en lumière au travers plusieurs générations. J'ai comme l'impression que c'est leur ligne éditoriale. Mais ça se peut. Je les connais de nom, mais Ouais. je pense pas avoir déjà lu un de leurs Mhm. titres, fait que ça se peut très bien, ouais. Ouais, en tout cas, c'est ça que ça me donne comme impression. Et sinon, du côté de l'étranger, là, je voulais le mentionner, mais comme, je sais pas si ça va se passer la gang, je sais pas si je vais aller. Hey, au pire, ça sera une idée pour les autres, là. Exactement. Hein, on est généreuse de même. Mais je sors pas des sentiers battus parce que Ouais. c'est La Servante écarlate. Ah, ben là, mais là, ça c'est oui, là. Dites-lui oui, ben Ah, tu l'as oui, lu? ben oui. Ah, ok, tu l'as Oui. lu, ok, parce que... Oui. Parce qu'on dirait que, tu sais, j'adore le synopsis, le concept, Ouais. là, tu sais, j'ai vraiment envie de me plonger là-dedans. Mais j'ai vraiment entendu dire souvent que quand on lit, on comprend rien. Ben non. Non? Ben non. Ah, ok, ben je vais le lire. Je sais pas c'était qui cette personne-là, là, mais C'est dans MH, la lectrice, je vais mettre son truc ici. Bon, Emma, je t'aime vraiment fort, là. Dis-nous, Mais il faudrait qu'on en parle. Pourquoi? Décaisser. convainc-moi, en fait, de me lancer. Mais non, mais voyons, c'est super accessible, moi, je trouve. C'est vrai que, tu sais, on peut rien comprendre dans la mesure où tout se passe, on dirait, dans un seul et même temps. Ok. Mais je veux dire, c'est puissant, là, c'est Ouais. confrontant même, c'est choquant, là. Ouais, C'est ça, je presque m'attends, réel, c'est j'ai vrai. envie de dire, là. Ouais, oh non, ouais, pour ouais. vrai, c'est super bon. Lis-le. Ok, bon, mais Lisez-le. je suis convaincue, là. Oui, oui. J'y allais avec peut-être une proposition comme ça, mais Mais là, tu sais, c'est assez lourd, on s'entend, Oui, là. je m'y Tu lis pas ça attends, sur là. un coin de table avec ta petite toast, là. Non. Mais comme, tu sais, une lecture d'automne. Ouais. Ça fit. Ça. Marquante, là. Ah oui, Lourde. là. Ah, c'est ça que t'aimes. Sombre. Ah, c'est ça que t'aimes. Tu continues à te les énumérer. Elle va décourager tout le monde. Non, pour vrai, c'est super bon. Les Testaments aussi, c'est super bon de la même autrice. Qui est la suite, comme... Ouais, c'est vraiment bon. Ok. Oui, là, faut lire. Est-ce que c'est vraiment une suite ou c'est comme relié, mais plus ou moins? Non, c'est une suite. C'est une suite? Ok. Ben, c'est parce que ça reprend les mêmes personnages. Fait que, tu sais, on est comme ailleurs, mais j'ai préféré même les Testaments à La Servante écarlate, mais c'est vraiment là, du bonbon, là. C'est bon, là. C'est complet. Bon, ben là, je suis convaincue. Mais oui. Fallait juste en parler un petit peu. Ah, C'est tout. C'était que ça que ça C'était que ça. prenait. De mon côté, c'est là où est-ce que je te dis, tu vas être fière de moi. Vas-y. Parce que j'ai décidé, et là, ça va se faire cette année. Est-ce que tu le promis. mentionnes devant tout le monde? Oui, c'est ça, je me commets. Mais c'est Daisy Jones and the Six. On vient d'en parler en plus. T'étais contente quand je l'ai mentionné. Ben oui, j'étais là. Ah, ok. Mais oui, Mais je n'ai oui. jamais lu un roman de Taylor Jenkins. Red, je sais pas. Red, ouais, exact. Fait que c'est là. C'est là Oh, que ça c'est se là que ça passe. se passe. On dirait que je regardais qu'est-ce que j'aurais envie de découvrir à saveur féminin, à saveur, on va dire, complètement éclaté. Puis je me suis dit, ben c'est là que j'ai envie de le faire. Là, je suis dans le bon mood, là. Il me parle, il m'interpelle. Il y a tous les ingrédients dans ce livre que tu apprécies. Mais voilà, Yes. voilà. Je veux dire, t'es pas la première à le dire. ouais. On l'a vu passer à toutes les sauces, puis on dirait que je laissais mijoter. Puis là, je le ressens comme étant un bon moment. Fait que c'est ça.
J'attendais tellement ce moment avec impatience. Parce qu'on se rappelle que Sin et Vic me l'ont offert, il y a à peu près ça, 2 ans. C'était ton premier cadeau de fête qu'on t'a offert. Oui, exact. Fait que il est là, puis il est prêt. Ah, j'ai tellement hâte de voir comment tu vas adorer les détester, mais les aimer, mais être détruit, mais être charmé. La pression est là. On va avoir l'occasion de s'en reparler, c'est certain, mais c'est cette année que ça se passe, la gang. Fait que si vous l'avez lu, vous me le direz à quel point que je passe pas à côté de quelque chose en me lançant moi aussi. Mais ouais. Non, mais là, t'as un projet qui t'attend, là, tu le lis, après ça, t'écoutes la série, après ça, t'écoutes l'album en boucle. Mais regarde, pendant tout des mois ça, et des mois. C'est ça, tout ça m'attend. Je suis prête, là. C'est une expérience C'est totale. là. Oui, vraiment. Fait que voilà, c'est juste ça que j'avais à dire. Mais j'adore. Ça pouvait pas mieux finir, l'épisode. Sérieux, cet épisode-là, je l'ai. Du bonbon. Du bonbon. Donc, est-ce qu'on avait d'autres choses à dire? Non, on y va avec mon petit mot de la fin? Oui. Super. Donc, j'ai juste envie de vous dire, la gang, on a eu plusieurs 5 étoiles qui se sont faits là, sur Balado C'est Apple vrai. ou encore Ouais. sur Spotify. Pardon? Merci. 1000 fois. Ouais, vraiment. Donc, on a juste envie de vous dire, ben, continuez donc. Ça fait en sorte qu'on a apparu sur les accueils ou en tout cas les suggestions de Spotify dernièrement, ce qu'on apprécie évidemment beaucoup, beaucoup parce Vraiment. que c'est grâce à vous en grande partie. Donc, 5 étoiles, un petit commentaire, sonnez la petite cloche pour venir, ben, en fait, pour voir arriver nos nouveautés. Donc, on aime ça, là, quand même, votre engagement. Exactement. Et sur YouTube, comme d'habitude, je suis toujours curieuse de voir qu'est-ce que vous pensez de l'épisode. Est-ce qu'il y a des titres qu'on a nommés ou des autrices encore que vous n'avez pas essayé ou dont vous êtes totalement fan? Ouais. Je veux savoir. Et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer une nouveauté. Parce que là, je vous pose tout le temps plein de questions sur YouTube pour que vous nous jasiez un peu dans les commentaires. Ouais. Mais j'ai envie de savoir qui s'est rendu jusqu'à la fin de cet épisode de 1h30. Donc, si vous êtes rendu jusqu'à la fin, laissez-nous donc un petit commentaire, juste un petit emoji de cœur ou un petit emoji qui vous rappelle le mois de la femme ou juste des livres. Mais laissez-nous un petit emoji pour nous signifier « Hey, j'étais là jusqu'à la fin ». Sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on peut se parler sur Arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!